La tech adore rêver grand, mais parfois elle se plante monumentalement. Cette semaine, on s'attaque à un thème qu'on adore dans Bubble, les flops. Pas les petits ratés, non, les gros flops. Ceux qui avaient tout pour réussir, un storytelling en béton, mais parfois même une vision en avance sur leur temps, et qui ont fini par s'écraser en plein vol. On l'a vu dans le premier épisode, derrière ces produits, il y a toujours la même histoire, des idées brillantes mal exécutées, des innovations trop tôt ou trop tard, ou juste à côté de la plaque, et des milliards investis dans des visions qui n'ont jamais trouvé leur public. Comment ils vont, eux? Mais toujours bien. Eh ben on est là, ça va flopper ce soir. Ça floppe fort. Alors on parle pas de l'épisode, hein, attention, on compte sur vous là les mecs. Ah oui, les mecs et les meufs, tout le monde, on compte sur vous. On compte sur vous, ouais. Non mais en vrai, c'est rigolo, hein, mais on est vraiment des connards les êtres humains. On aime plus, tu vois, les ratés, mais oui. On aime plus discuter des échecs que des réussites. Faut encourager la réussite. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a beaucoup de scénarios où en fait c'est en ratant que les gens se disent ah ok, je veux pas reproduire la même erreur, soit ah putain, j'ai appris vachement dans cette expérience. C'est ce qu'on disait la dernière fois sur la phrase légendaire de Niki Lauda. Je remercie mes victoires, mais je remercie surtout mes échecs parce que c'est à travers mes échecs que j'ai appris à regretter Niki Lauda. Je suis d'accord, mais vous allez voir qu'il y a quand même des histoires où en fait les gens là on les met un peu au pilori, mais ils méritent. Oui, bon, il y en a qui méritent. Là, en vrai, ils méritent complètement de se prendre un épisode. C'est ça. Ferrari doivent beaucoup apprendre là en ce moment-là. Vu ce qu'ils se mangent en F1 là, j'espère qu'ils apprennent beaucoup là. Peut-être un futur fail, hein, parce que vu que le directeur il a l'air de dire en ce moment de Ferrari là, ouais, on leur donne tout, les mecs sont mauvais. Écoute, j'ai vu récemment au moment où on parle là, les retours parce que la F1 redémarre là à partir de jeudi. Yes. Et donc ils sont dans les carrés d'interview et tout pour faire la petite parenthèse. Et à partir d'aujourd'hui du coup, on est jeudi. Oui, c'est vrai. Et apparemment, bon, Hamilton et Leclerc sont pas du tout étonnés, c'est des mots forts, mais par contre ils en avaient déjà discuté avec lui et juste ils s'attendaient pas à ces répercussions vu de l'extérieur parce que vu de l'intérieur c'était quotidien normal, quoi, c'est la routine, c'est la rue quoi finalement. Ouais, que en vrai c'était pas si important que ça. Écoutez, et je vous propose de démarrer avec une petite histoire que vous allez bien connaître. Oui, exactement. Quand Nintendo dévoile la Wii U en 2012, l'entreprise, elle sort d'un triomphe historique. Et j'étais sûr que ça allait en faire marrer plus tard. T'as dit Wii U? Ah mais oui, ça va faire parler. Ouais. Alors, pour rappel, hein, la Wii à ce moment-là, elle a explosé tous les scores. C'est un cataclysme la Wii. Tout à fait. Est-ce que vous vous rappelez le moment où vous avez eu une Wii ou pas du tout? Ouais, mais moi c'était pas au plus fort de la hype, c'était bien après. Mais je me rappelle quand même de voir des darons, tu sais, genre qui d'habitude ne touchent même pas une console de jeu avec un bâton et qui là regardent le truc en mode ouais, ça a l'air cool en vrai. Mais c'est ça qui était fou avec la strat de la Wii. Moi, je l'ai pas eu la Wii. Je l'avais, tous mes potes l'avaient, mais moi je l'avais pas. Bah en fait, j'étais pas vraiment la cible du motion gaming. C'était les trucs que tu fais, tu sais, c'est vraiment du party game, c'est des trucs que tu fais, t'es debout ou tu joues à plusieurs et tout. Moi, j'étais devant. Alors que moi avec ma VR, je suis le bon Yankee. Ah bah c'est ça. Moi j'étais assis, manette en main. Oui, on peut parler de Kinect aussi. Moi, j'ai été tout droit. Eh ben écoute, il s'avère que moi, la Wii, on l'a eu parce que à l'époque, avec mes parents, ils faisaient un cadeau de fin de parcours. Genre, je sais plus, on terminait la 3e, 4e, ma soeur, etc. Donc, chacun de nous avait terminé son parcours et parfois, on avait un petit cadeau. Trop bien. Là, il s'avère qu'ils ont fait un cadeau commun. Ils nous ont offert la Wii, mes parents et tout ça. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que les familles ont complètement adopté la Wii. Que ce soit Mario Kart, il y avait même des grands-mères qui jouent au bowling. Bien sûr. Nintendo pense avoir trouvé la formule magique pour élargir du coup le public et surtout casser les codes. Là-dessus arrive la nouvelle génération et Nintendo pense vouloir aller plus loin. Le plus loin, c'est une idée simple sur le papier, c'est une manette tablette capable d'afficher une carte, un inventaire, une vue secondaire ou de continuer la partie même quand quelqu'un prend la télé. C'est assez marrant de se remettre les idées en tête maintenant, sachant que il y a le Steam Deck, il y a la ROG Ally, il y a tout ce qui ont suivi. Et il y avait la Nintendo DS qui faisait déjà ces trucs-là. Exactement, il y avait la DS. Et du coup, ils voulaient faire un petit mélange entre console portable et console de salon, finalement, une vraie vision. Et petite anecdote, moi j'ai une amie qui a été sélectionnée pour tester la Wii U avant qu'elle sorte. Incroyable. Un peu, elle a fait partie du pool de tests. Et à l'époque, je crois que même, il y avait déjà des petites histoires sur le nom. On parlait de Wii 2. Je crois que j'ai même vu passer la Super Wii. Et ils n'avaient pas encore arrêté. Et je crois qu'elle m'a lancé le truc Wii U. Et moi, dans la tête, je fais
Ouais, non, ça se non, jamais de la vie, tu vois. Alors que Super Wii, tu vois, c'est comme pour la Switch 2, tu vois. J'aurais kiffé qu'elle s'appelle la Nintendo Super Switch, tu vois, parce que je crois qu'il y avait une continuité avec le background et je trouvais le nom très sexy au C'est demeurant. hyper intéressant ce que tu dis. Mais la nana, elle l'avait testé et j'ai senti elle était perplexe quand même. Il y en a beaucoup en fait qui pensaient que la Wii U était simplement une mise à jour de la Wii, alors que pas du tout. Et du coup, il y a eu pas mal de problèmes, surtout de compréhension vis-à-vis du public, qui se disaient, bah ok, ça ressemble à une Wii, mais c'est pas une Wii. Il y a une manette qui ressemble à un accessoire, mais c'est pas un accessoire. Il y a le nom du coup, et même la communication. Elle a rien arrangé du tout. Et surtout que la personne qui a fait partie du pool de test, c'était vraiment pas genre une gameuse, tu vois, vraiment ils ont essayé de cibler la bonne famille de genre des gens qui ont eu la Wii comme ça pour le kiff, mais elle c'était pas du tout une gameuse et tout. Et du coup vraiment elle a fait partie des gens qui ont vu tu vois les statistiques tu sais le même là avec les statistiques, les triangles isocèles machin, à se poser des questions, elle a dit ouais, je sais pas où ils vont avec ce truc là. Ce qui est fou, c'est comme tu as dit, pour moi, c'était la com qui était mauvaise parce que tu regardes la Wii, tu te dis ouais, ok, c'est une console, mais en même temps, tu as une autre console dans la console. La manette, elle était ignoble. Ça, par contre, je suis désolé. Hein, le design, ils ont fait un carré, enfin un triangle, un rectangle. Je vais y arriver. Là, ma trigonométrie, un rectangle. Voilà, c'est une manette, on te met un écran dessus. Elle avait l'air horrible à prendre en main. Alors que la prise en main, en vrai, ça a été. Mais hein, le pire, c'est que ça léger, va, quoi. mais tu la vois, tu t'as peur. Mais et oui. les idées de la Wii U sont vraiment bonnes. Juste, je sais pas comment ils se sont foirés autant dans l'adoption par les développeurs, dans le marketing. Mais je pense qu'il y a aussi un move qui a été très radical sur l'évolution. Tu vois, peut-être que le truc, il a été trop brusque pour notamment le grand public qui a un regard très extérieur à tout ça. Et en vrai, en termes de perf, pardon, c'était catastrophique. Hein. La Wii, il faut rappeler que la Wii ne faisait même pas de la HD à l'époque. La Xbox 360 et la PS3 étaient déjà sorties. Ça ne faisait pas de la HD. Et aussi, elle avait les bangers que la Switch a pu récupérer pour elle, parce qu'ils avaient un catalogue de zinzin, en fait, sur la Wii. Ce que tu dis est assez intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros problème, et c'est le second, c'est les développeurs tierces qui ont absolument pas pu s'approprier la Wii pour pouvoir le programmer dessus. La console, elle avait pas de puissance, et donc il y avait aucun jeu, les Assassin's Creed t'oublies, pas de FIFA, pas de GTA, pas de Call of Duty évidemment. Donc Nintendo se retrouve un petit peu seul, sauf que cette fois-ci, bah ça suffit pas, tout simplement, et les ventes s'effondrent hyper vite. On parle de 13,5 millions de consoles vendues. Tu peux te dire, ouais, c'est quand même pas mal. Pour comparaison, la Wii, c'est 101 millions d'unités vendues. La Switch se vendra à 140 millions d'exemplaires. Donc 13,5, c'est un résultat qui est vraiment pas très bon pour Nintendo. Un four. Ah ouais, là, c'est une calotte même. Hein. Exactement, donc on est face à vraiment un nouvel échec d'une très grosse ampleur qui fait un petit peu penser à ce qu'avait pu... subir Sega avec la Dreamcast par exemple. Et ce qui est fou, c'est que je regarde les chiffres, il y a eu 407 jeux dédiés à la Wii U. C'est ridicule. Alors, c'est pas beaucoup. Elle a eu une durée de vie à chier. Ouais. Parce que déjà, je veux dire, il faut les attirer, les gens, à la fois pour qu'ils utilisent ton produit, mais même ceux qui veulent s'en servir, il faut leur donner de quoi s'en servir. Si t'as pas de jeu sur ta console, tu vas pas attirer les gens. Hein. Surtout, l'investissement quand même à l'entrée pour une console, c'est pas négligeable. Je me souviens même pas du gros titre de départ, pour être honnête avec vous. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être que la Wii U a permis d'introduire la Nintendo Switch qui finalement arrive avec la même philosophie. Simplement là, c'était trop tôt. On savait pas du coup cette idée de est-ce que c'était une Wii 2 ou pas. Il y avait le problème du gamepad qui était à chier, était un peu lourd, qui faisait une sorte de tablette étrange. L'écran qui était vraiment pas terrible. Non, et, puis surtout, les développeurs, comme on disait, ils devaient complètement s'adapter à cette console-là, ou d'autres, par exemple, tu as des titres que tu peux avoir transverses. On le voit notamment avec la Switch 2 aujourd'hui, tu as tout un portage de jeux qui viennent de la PlayStation et tout. Là, pour les développeurs, c'est assez facile. Là, tu avais vraiment une machine sur laquelle elle était tellement atypique dans le paysage des consoles qu'il fallait vraiment se concentrer sur cette machine-là en particulier. Alors, mauvaise langue, il y avait quand même Assassin's Creed 3, c'est des portages, il y avait Black Ops 2 et il y avait Batman Arkham Asylum qui sont sortis sur la Wii U. Dans un second temps, du coup. Faudrait que je regarde le gameplay parce que je me dis que déjà que c'était pas des jeux qui étaient très beaux et très gourmands à l'époque, mais comment ça doit être une catastrophe sur la Wii U, déjà qui veut jouer à ça sur la Wii U. Et en fait, le jeu de lancement, je suis trop bête, mais c'était Mario Kart 8. Bah ouais, c'est ça. Le retour de Mario Kart. C'est ça, hein. Avec Splatoon aussi derrière. Ça, ouais. Oui. Mais le grand retour de Mario Kart se fait vraiment là-dessus. Je l'ai éclipsé de ma mémoire, Mario Kart. Mais ouais, mais parce que finalement, il a été porté derrière sur les autres consoles, dont la Nintendo Switch qui était. Donc Mario Kart a fait le lancement aussi. Il y avait un Super Smash Bros for Wii U.
Genre, c'était pas juste Super Smash Bros, c'était Super Smash Bros for Wii U. Zelda Breath of the Wild, il sort sur Wii U d'arriver sur Switch. C'est terrible. Tellement de classiques qui sont sortis que personne n'a fait parce qu'ils étaient déjà sortis sur une console éteinte. Tu pouvais mettre les Amiibo directement sur la console, sur le gamepad, pour pouvoir les lancer dans les jeux, du coup, dans les Super Smash Bros, par exemple. Bon, en tout cas, ouais, voilà. Je pense que la Wii U appartient maintenant à l'histoire. Une console monstrueuse, une renaissance totale. Mais bon, bah voilà, c'était compliqué. C'est la renaissance de... En fait, c'était un rappel à l'ordre. C'était un rappel à l'ordre. Vous êtes Nintendo, mais calmez-vous quand même. Avant la renaissance de la Switch, du coup. Et ils ont repris, voilà. Qui est arrivé derrière et qui a été un énorme carton. Alors, est-ce que le Covid a aidé ou pas ? Ça, c'est une autre histoire qui nous le dira. Alors, réponse spoiler, oui, hein, parce que le combo Covid... Donc t'es chez toi, isolé, Switch plus Animal Crossing, il était légendaire. Hein. Oui, exactement, ça c'est sûr. Après, ça répond à un fantasme, hein, la Switch aussi. Pour ça, mais ils ont réussi à bien le mettre en place et ça a été pour le coup un énorme succès et ça n'appartient pas à cette liste. Alors là, moi, je vais vous en parler d'un. Il a mis vraiment à l'amende les plus gros géants de la tech, puisqu'il les a vraiment pris pour des baleines. Je vais vous parler de Magic Leap. Il me semble que c'est vraiment une des entreprises, quand on parle de flop, limite, on aurait pu le mettre dans le premier épisode. Ah, genre, elle est en Panthéon développe celle-ci. Ouais, alors... Et ouais, ça me dit rien. Eh ben écoute, tu vas voir. Magic Leap, à la base, pour vous situer un petit peu, d'après Gizmodo aussi, hein, parce que ça n'a pas l'air non plus d'être super clair, à la base, c'est une start-up américaine et c'est d'abord fondé comme étant un studio d'animation qui a d'ailleurs travaillé en partenariat avec Weta Workshop. Je ne sais pas si vous connaissez qui est Weta. Weta, c'est ceux qui ont fait un peu Les Seigneurs des Anneaux, le premier volet. Là. Ah ouais, voilà, pas des peintres. Voilà, exactement. Et donc, eux, ils ont bossé avec eux sur un projet. Mais quoi qu'il en soit, ils se sont vite réorientés vers une technologie, celle de la réalité augmentée. On est aux alentours des années 2010. Donc, on est en 2010 quand la société a élevé. Mais quand le monde avait le droit de rêver. Exactement. Mais le produit, vous allez voir, il arrive bien plus tard. Alors, c'est quoi cette promesse ? C'est vraiment ni plus ni moins que de créer un produit qui vraiment est la quintessence de ce qu'on pouvait fantasmer en termes de réalité augmentée. Alors, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble ni plus ni moins à une paire de lunettes. Hein, si tu la vois, c'est une grosse paire de lunettes quand même un peu bulky dans le principe. Sauf que c'est rattaché aussi à une unité. Il y a vraiment un mini PC que tu trimbales avec toi, qui est vraiment très petit pour le coup, mais bon, tu le mets pas non plus dans ta poche. Hein, c'est un truc un peu fat et un peu lourd. Mais quoi qu'il en soit, c'est un truc qui reste un peu transportable. L'objectif, c'est vraiment de faire ça en intérieur. L'idée, c'est pas de sortir avec. On est loin des Meta Ray-Ban Display qui est d'un tout autre monde. Mais les Magic Leap, vous allez voir que c'est carrément considéré comme le Theranos de la réalité augmentée. Le Theranos, pour rappel, c'est cette fameuse entreprise avec la goutte de sang qui est censée nous faire le bilan de santé le plus complet du monde. On en est à ce level-là. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous donner quelques chiffres et quelques noms de la tech qui ont plongé la tête la première dans ce projet-là. Du coup, ils présentent un peu cette idée-là. Ils font une vidéo qui fait un buzz international sur le potentiel de ce projet-là. Et ils arrivent ni plus ni moins qu'à attirer les plus grands de la tech. On parle de Google, on parle de Alibaba, on parle de... Il n'y a pas Elon Musk dans ta liste. Non, il n'y a pas Elon Musk parce que lui, il a été un peu plus malin que ça. Je pense qu'à l'époque, il y croyait pas trop. Mais quoi qu'il en soit, tu prends tout le top. T'as l'Arabie Saoudite et tout ça, les gros, ceux qui sont blindés de thunes, qui ont été tout droit. Et sachez qu'ils ont réussi à faire une levée de fonds. Allez, juste donnez-moi un chiffre pour voir où est-ce que vous situez le truc. 300 millions. Ouais. Okay. Non, moins que ça, je pense. Ouais. Je sais pas, 50 millions, un truc comme 50 ça. Millions, essaie pas de regarder. Non, je triche pas. Si vous saviez. 2,6 milliards de dollars. Oh purée. Ouah, 2,6. Mais comment ça Donc je parlais de Theranos, on est à 4 fois plus. Tu vois, sur les levées de fonds qu'a fait Theranos. Non, mais sur des lunettes, pardon, 2,6 milliards. Ouais, mais à l'époque, on avait le droit de rêver. Hein. Google, il a envoyé juste tout seul, pour revenir un peu à ce que vous disiez, Google, à lui tout seul, il a voulu envoyer 514 millions de dollars. Mais c'est des voilà, tout à fait. Et donc, l'idée, la promesse était folle, comme je vous ai dit, il y a vraiment un truc où c'était vraiment les lunettes AR que tout le monde fantasmait. Et en fait, tout ça était basé sur une technologie révolutionnaire qui s'appelait le Fiber Scanning Display. Sauf que le problème, c'est que cette technologie-là, elle est très prometteuse, elle était très avancée, notamment aussi pour l'époque. Sauf que, littéralement, par rapport aux produits qui étaient promis, elle violait littéralement les lois de la physique. Donc, les mecs, ils ont promis un produit
sur une technologie sur laquelle qui ne fonctionne pas. Qui ne pouvaient pas implémenter en fait. Du coup, donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont vendu une techno qui marchait pas. Ils ont utilisé tout l'argent du coup, la levée de fonds pour embaucher et construire un casque classique qui est ni plus ni moins qu'une copie moins bonne que le HoloLens. Combien t'as dit 2,6 milliards. Ça fait gros. On est là. Et donc, c'est trop. C'est beaucoup trop. Non, mais pour construire un casque, tu sais très bien qu'il va pas fonctionner. Déjà, t'as acheté des lunettes, tu te retrouves avec un casque et t'as perdu 2,6 milliards dans l'opération. C'est trop grave. Aujourd'hui, on en reparle avec le recul de dire ouais, ça peut pas marcher. À l'époque, on va dire que les gens, ils ont tapé la tête la première dans la promesse, mais quoi qu'il en soit, ils ont tout fait pour essayer de créer un peu une copie vraiment pas ouf de l'HoloLens. Et tu verras, on fera une photo, puisque j'ai ramené, moi j'ai la chance d'avoir le produit, je fais partie des rares en Europe en l'avoir. Alors, je l'ai pas mis dans les top trucs qu'on a regretté d'acheter, parce que je l'ai pas acheté. C'est un ami qui me l'a passé, et tellement le produit il est osef, il m'a dit à l'époque, ils l'ont acheté super cher. Et le produit, il est tellement osef qu'aujourd'hui, il me l'a laissé. Moi, j'arrête pas de lui dire hey, j'ai toujours ton Magic Clip à la maison. Il a dit moi, je n'ai rien à foutre. Il a dit frérot, pose-le sur une étagère, en cale-porte, fais ce que tu veux avec, en presse-papier, il n'y a pas de problème. Moi, ça m'intéresse pas. Il faut savoir qu'il y avait aussi des alertes qui étaient lancées, notamment par un expert qui s'appelle Carl Gutab, qui disait que c'était techniquement impossible par rapport à la promesse et la technologie. Mais alors, cette techno, pour dégrossir un petit peu, c'est quoi qui fonctionnait pas? C'était quoi la promesse qui ne pouvait pas être tenue? En fait, la promesse de la réalité augmentée qui avait été montrée dans la vidéo qui est sortie en 2015, qui montrait une baleine sortant du sol d'un gymnase, vraiment tu vois un gymnase, la taille d'un gymnase, tu vois une baleine qui sort. Tu vois un peu maintenant, c'est quoi l'HoloLens? Tu vois la taille en fait de l'écran de l'HoloLens en vrai. En fait, techniquement, la technologie qu'ils voulaient embarquer, c'était trop petit, c'était pas possible. Donc, tu avais cette vidéo qui te montrait donc cette baleine qui sortait d'un gymnase, qui a fait quand même 4 millions de vues au demeurant sur YouTube. Et donc, tu te dis, ouais, mais il y a la vidéo. Sauf qu'en fait, la vidéo, et c'est pour ça que je vous ai parlé de Weta Workshop, c'est exactement du CGI qui avait été fait donc par le fameux studio. C'est pour ça que je vous ai en introduction parlé de Weta Workshop, qui a fait les CGI des Seigneurs des Anneaux. Et donc, il a fait cette vidéo bullshit. From Seigneur des Anneaux sous une baleine. En fait, ils ont fait de la vidéo teasing pour le prototype, mais je pense qu'ils n'ont pas dû dire que c'était de la CGI. Ils n'ont pas dû être tout à fait honnêtes sur regarder ce que vous pourrez faire si on arrive à le développer. Et mec, si vous redézoomez 2 secondes, si on s'arrête 2 secondes, parce que nous, on en parlait, moi, tu sais, j'avais mon émission XR360 et on couvrait un petit peu aussi l'épopée de cette technologie-là. Et à quel moment tu penses que c'est vrai? Mec, je te redonne 2,6 milliards de dollars. Et les mecs, attends, la vidéo promotionnelle, comme quoi il y a un peu de puterie quand même, regardez bien. Mais je crois que je l'ai vu en plus cette vidéo. Ils font sortir une baleine. Ça vous dit rien? La fameuse baleine, ceux qui payent dans le free-to-play. Si, dans le free-to-play, bien sûr. Exactement, dont on parlait. Les fameuses whales. La symbolique, quand tu regardes, tu sais, la baleine qui sort, en fait, là, c'est Alibaba, c'est Google, tu vois. Ils auraient dû faire sortir des pigeons, tu sais, du sol. Exactement. 2,6 milliards. Je pense qu'à 2,6 milliards, t'es plus un pigeon, t'es une baleine monstrueuse. T'es un aigle royal. Du coup, je trouve que la symbolique, quand tu reprends, tu vois, ils font une vidéo démo et c'est ça qui est montré. J'ai l'impression presque que les mecs qui ont conçu ce truc-là, ils se sont dit, on va bien se foutre de leur gueule. Et Weta, ils ont dû se dire, putain, on aurait dû leur faire facturer plus, ça c'est baltringue, leur truc là. Combien on a pris pour ça, GG? Putain, 15 000 euros. Pour au final faire genre tu touches de l'herbe en réalité augmentée. C'est une folie. Mais le concept, encore une fois, il est bien. Juste, tu mens pas sur la techno, où tu mets le fait que c'est un prototype et que c'est ce que tu pourras faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est des trucs qui peuvent exister dans la réalité augmentée. T'as pas ce niveau de définition, mais toute la technologie pour synchroniser les flux, pour faire en sorte que tu vois la même chose tu vois, un angle différent et tout, tu l'as. Mais mine de rien, ça me rappelle... Nintendo a fait ça dans sa nouvelle keynote en disant regardez, la cam elle est buggée mais c'est normal, c'est ce que vous allez avoir. Mais en vrai, tu sais, ça me rappelle ce qu'a fait un peu HoloLens. Et HoloLens, Microsoft a un peu bullshité le truc, où à un moment on voyait des trucs de Minecraft et il y avait tout un univers Minecraft dans ton salon. En fait, quand tu vois que le truc c'est un timbre-poste en termes d'affichage. C'est ce que tu avais testé quand on était allé au mobile. Oui, au mobile, on l'avait testé ensemble, mais c'était un truc, c'était même pas Minecraft. C'était un truc parce que c'était des trucs professionnels et tout. Ils avaient tenté un peu une approche, ils avaient tenté des perches genre grand public. Ils ont très vite compris tout de suite que les gens n'allaient pas être intéressés et que du coup ils se sont reconcentrés sur le pro. Mais c'est vrai que dans le milieu de l'entreprise, le HoloLens, je crois que ça a pas mal marché, non? Il y a des cas d'usage en fait. Je sais pas si c'est que le HoloLens, mais je sais que j'en parlais avec ma femme. Il y a un hôpital dans lequel elle avait bossé qui avait une PS5
et le casque de réalité virtuelle de la PS5, notamment PSVR pour 2. aider le PSVR 2, qui du coup était utilisé pour les gens qui avaient des problèmes d'addiction au tabac, par exemple. Donc, ils te faisaient des thérapies où ils te mettaient en réalité virtuelle, pas augmentée, mais bien virtuelle, dans un environnement d'un apéro où les gens ils fument, etc. Tu vois. Ils le font beaucoup, même pour l'arachnophobie, Tout des ça, choses comme pas mal de trucs traumatiques, pardon. À un moment ou à un autre, il a bien fallu quand même montrer ce produit. Et donc faire Oh là là. une Mais vraie. attends, mais ils l'ont vraiment sorti ce produit? Ah bah, je l'ai là. Regarde, tu l'as dans ton Ouais, salon. non, mais c'est la version C'est la version t'inquiète, c'est la version. Non, oui. c'est Il est la- sorti, c'est pas une c'est la arnaque, monsieur, fameuse- il est là. C'est la fameuse version HoloLens moins bien. Oui, ok, d'accord. Oui. Qui au demeurant, tu verras, enfin là, je te montrerai, il y a une vraie démo qui est plutôt sympa que j'ai fait jouer avec mes gamins où t'as des monstres qui sortent des murs. Techniquement, c'est pas mal, hein. Sauf que c'est juste très très loin de la promesse. Enfin, t'as quand même des gens qui ont mis 2 milliards dans un projet Pour une où on baleine. leur a vendu un truc. 2 milliards,6, rajoute le exactement, 6 parce que ça fait quand même exactement. 600 Ça fait putain de millions d'euros, c'est enfin ça. de dollars. C'est ça, exactement. Donc, il y a eu une vraie démo. Alors, je vais vous dire comment ça se passait, hein, parce que moi, j'ai vu les vidéos où il y a Cinet et tout ça, tu sais, tous les Américains. Juste avant que tu nous parles de ça, ça a mis combien de temps à sortir? T'as dit tout à l'heure que c'était long parce qu'il y a eu une promesse qui a été faite en quoi, 2010? Alors, non, la startup, elle est fondée en 2010. Le projet, on va dire, la vidéo culte de la baleine, elle démarre en 2015. Elle sort en 2015. 2015, il y a une promesse, il y a quelque chose, c'est déjà prêt. Exactement. Et au final, le produit, je te spoil, il sort en 2018. Mais juste avant, tu as la petite démo. Et c'est quoi, en fait, la démo? Eh ben, c'est juste un petit monstre très pixelisé qui lance des cailloux avec une latence énorme. Non, c'est trop grave. C'est Voilà. trop grave. Dans des cas, 2,6 milliards. Donc- c'est qui le Golemon qui a mis de Il l'argent balance sur une baleine. Bah, c'est ça, sur toi. Pour vous faire la conclusion de tout ça, on attend 9 ans d'attente pour un produit au final qui s'appelle le Magic Leap One, qui est un désastre commercial. Il sort en 2018 au prix de $2300. Mais non. Voilà. Avec ce qu'ils ont mis comme mais argent, c'est qu'ils le trop facturent, grave. ce prix-là, c'est une dinguerie. Exactement. L'objectif du CEO, il était de vendre 1 million d'unités, qui a tout de suite été révisé après derrière en Ils disant en ont peut-être on vendu fera 50 peut-être pas 000, 1 même million. pas. Alors on est à reviser à 6, il espérait en vendre 100 000 pour le coup. Il est passé de 1 million à 100 000, hein. 10 fois Ok. moins. 10 fois moins dans... Il en a vendu combien? Et le réel, c'est 6 000 unités en 6 mois. 6 000. En 6 mois. Oh la il a quand même trouvé 6000 personnes pour dépenser 2300 Voilà. euros C'est dans un des casque qui entreprises, marche c'est juste pas. Google qui les a achetés pour, Oh pour la ces réunions. vache. Et pour vous donner un comparatif, je sais Non. que les gens aiment beaucoup se moquer de mon amour pour la réalité virtuelle. L'Oculus Quest 1, le premier sur la même période, c'est 400 000 ventes quand même. Ah ouais, mais non, mais alors attends. Attends. Le Oculus Quest, il était utilisable. Hein. Oui, T'avais oui, les oui. youtubeurs qui faisaient des vidéos dessus. Hein. Si Oui. on part du principe que le casque, il a coûté 2500 balles, ils se sont fait 15 millions. Voilà, exactement. 15 millions sur 2,6 milliards. Je sais même pas en Exactement. pourcentage combien ça fait Ah de- non, c'est trop grave. comparativement. Et pour tout vous dire, pour terminer un petit peu l'histoire, Google a très vite retiré ses billes, Alibaba a fait de même. Faut savoir quand même que Google a mis une participation et un peu dans le board de cette entreprise qui du coup, ils ont quand même gardé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une société alors qui a très vite arrêté le hardware, mais qui a quand même un peu d'expertise côté réalité augmentée, comme quoi tout n'est pas jeté dans l'histoire, puisqu'ils les ont gardés pour notamment la conception des lunettes de Google, là, les fameuses Google en réalité augmentée. Ils ont travaillé un peu aussi sur Les cette Google Glass, non technologie d'affichage. Peut-être qu'en refaisant l'histoire, ils auraient peut-être pas mis 600 millions pour le board et cette techno. Mais non, bon. on est d'accord. Mais du coup, ils ont quand même réussi à recycler le truc tant bien Oui. que mal après que tout le monde se soit enfui. Moi, j'ai vu les CEO, ils ont tourné, etc. Ça a été un camouflé. Et pour en revenir sur le truc des consoles dont tu disais, il disait que ce fiasco, il était comparable à ce qu'a fait la Sega avec la 32X. C'est vraiment pas un beau score. Juste pour comparativement, parce que toi, là, je sais que la stat, elle va te faire rire. 6000 unités vendues. Des Avantime, ils s'en est vendu 2 fois plus. Je crois que c'est entre 12 et 14 000 ont des Renault Avantime. C'est une déculottée fracassante. C'est trop grave. Ils ont sorti 2 modèles quand même. Donc là, celui que j'ai, c'est le premier modèle. Mais il y a eu le second modèle que je t'ai vu, tu as regardé sur le téléphone, qui était un poil mieux, mais toujours autant pas la promesse de départ. N'hésitez pas à aller regarder sur Instagram, on vous mettra des photos et vous aurez même en bonus Mathieu qui porte le casque. Exactement. Et voilà, c'est pour vous, ça régale. Une fois n'est pas coutume, je vais rester dans le domaine du divertissement avec la promesse d'une console. Une console ouverte, une console qui attire les développeurs, une console qui est très peu chère, très accessible. On parle d'un prix d'entrée de $99.
Oh, ça me fait penser les consoles Nintendo, les Game & Watch. Ah Ouais. oui, mais celle où il y avait genre un jeu, quoi. Tu l'achetais. Parfois, tu t'en avais deux, Oui, c'est vrai. un sur chaque écran. Les vieux jeux qui recyclent et qui tu branches à la télé et qui démarrent direct. Là, la promesse, c'est une console sur Android, une console qui est ouverte à tous, qui permet aux développeurs de développer leurs propres jeux, de les mettre à disposition des utilisateurs sur la plateforme. Particularité, tous les jeux sont censés être free-to-play. Donc, c'est-à-dire que tu achètes la console 99, tu as un catalogue de jeux qui évolue régulièrement par n'importe qui, puisque n'importe qui peut faire son jeu et le mettre sur la marketplace. Mais et c'est gratuit. tu paies rien. Tu commences déjà à discerner les traits d'un bon petit plan de merde, mais on y arrive. Cette console... Comment tu gagnes de l'argent déjà? Cette console... Attends, parce qu'il va y avoir des relents de l'histoire de Mathieu de juste avant, là. Cette console, ça s'appelle la Ouya. La console de salon à bas prix, qui a été fondée... Il y a c'est le Ouïe teaser. dedans. Il y a Ouïe, Il y a Ouïe mais il va y dedans. avoir Ouïe, et tu ne crois pas si bien dire, qui a été fondée par Julie Herman et designée par Yves Béard. Yves Béard, je ne sais pas qui c'est. Par contre, Julie Herman, je me suis renseigné un petit peu. Je ne savais pas qu'après cette histoire-là, elle a été embauchée par Playboy en tant que directrice des médias. Allez. Je ne savais pas. Et à la suite de son aventure avec Playboy, elle va cofonder avec Nathalie Portman une équipe qui s'appelle les Angel City FC, qui est une équipe féminine qui joue dans la NWSL, la National Women's Soccer League. Pardon. Donc elle est passée de Playboy à fonder une équipe de football féminin. Je vous laisse juge de la situation. Yves Béard, grand designer. Hein. Grand designer. Ouais, il a bossé sur Mini, il a bossé sur plein de trucs, même avec Samsung. Ah ouais, bah, écoute, je pense que Ouya fait partie des choses qu'il aurait bien aimé oublier. C'est pas dans sa bio. en tout Ouya, cas. c'est le prix, je pense, des gens qui l'ont acheté, qui ont backé le Kickstarter. Parce que oui, on C'était un est de Kickstarter. retour sur les fameux projets Kickstarter. Ah, merde. C'est pas compliqué, c'est un des Kickstarter les plus majeurs de la plateforme. Celui qui a subi ouais. le financement le plus important. Pour sortir cette console-là, ils demandaient 900 000 $. Tu sais combien ils ont eu? Alors, 900 000, c'est beaucoup quand 900 000, même pour c'est... un Kickstarter. Alors, je te donne un spoiler. En 24 heures, ils vont taper les 2 millions. Oh, waouh. Et ouais, c'est un des lancements les plus énervés de la plateforme. Et quand ils sont arrivés, le Kickstarter record de juin 2013, il s'est achevé à 8,5 milliards. C'est un petit peu toute la vibe qu'il y a eu des consoles Android, notamment aussi Nvidia qui dévoile, tu sais, sa console, donc la Nvidia Shield aussi. Pareil, il y a une vague de vouloir rebrander Android en plateforme de jeux vidéo aussi. Mais en fait, l'idée, elle était bonne. C'est-à-dire que c'était un peu l'esprit typique du hacking. C'était j'achète le truc, mais j'achète à quelque part Exactement. quelque chose qui ressemble comme un Raspberry Pi, tu vois. Et c'est Je presque un développe peu et le j'engage. délire de Steam, tu vois. C'est ça. C'est une plateforme ouverte et les gens vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec. Ouais, mais même plus que ça. Là, tu avais vraiment et te mettais à disposition des outils qui te permettaient de développer des jeux spécifiquement pour la Ouya et de manière très très simple. On encourageait les gens à proposer des jeux soit gratuits, soit avec des microtransactions. Mais du coup, le jeu est censé être gratuit à la base pour faciliter l'adoption. Du coup, c'est 8 500 000 $ levés. Ouais. Et au final, pour une console qui coûtait aux alentours 199. des 100 €, c'est ça 199, non 99, 99 $. Ouais, exactement. Tu sais que je l'ai regardé cette console, moi je voulais Mais moi l'acheter aussi. hein. Moi aussi, je l'ai regardé, je me suis dit putain, ça Mais a je l'air- suis complètement passé à côté. Ah, t'es passé à Ouais, côté mais et t'as bien fait, mon petit Exactement. pote. Mais tu vas le découvrir petit parce qu'il y a tout un tas de petits signaux qui te disaient, mais en vrai, c'est un peu bizarre. Anecdote, ils ont pas été à l'E3 parce qu'ils ont pas été invités et ils ont ouvert un stand dehors à la sortie de l'E3. L'organisation, ils se sont dit, mais vous avez pas le droit de faire ça, c'est illégal. Plutôt ne pas y aller. Ils ont appelé la police, non, mais parce qu'ils bénéficiaient des gens du coup qui allaient à l'E3, puis ils sortaient, ils disaient, mais c'est qui, c'est fou là, c'est rebelle. Tu sais, c'est un peu d'esprit en mode, regardez, Les vous avez renégats. un salon commercial et tout, machin, voir les gens qui mettent des mines en sortie. Nous, on s'est mis devant et regardez, c'est nous, les rebelles, c'est nous qui allons changer le jeu vidéo. L'organisation de l'E3 a appelé la police en disant ils ont pas le droit de se mettre là, tout est en ordre, ils avaient complètement le droit d'être là, Ah ouais. ils se sont même pas fait têche. J'adore Les ces gens, gestes. ça, Alors, légendaire. et si tu veux encore une anecdote dans l'anecdote, comme je sais que t'aimes ça, Ah oui. il faut savoir qu'en même moment, puisqu'on est dans le 3, j'en profite, t'as Mad Catz, tu connais Mad Catz, qui est un petit peu une marque Des de accessoires, gaming, qui fait c'est des ça. accessoires et tout ça. De machin. triangle, c'est pas les trucs que t'achètes chez Action un Et- peu de façon. Ouais. Je crois que c'était- Moi, je connaissais pas trop, mais je découvre et j'ai même fait une interview moi à l'époque du RP qui travaille maintenant chez Square Enix, faut le savoir, ou Ubisoft, pardon. Je crois qu'il est chez Ubi maintenant parce qu'il a été chez Square et voilà. Bon, bref, je raconte ma life, mais au même moment. À l'extérieur, tu as Ouya qui fait une console Android à 99 $ et à l'intérieur, tu as Mad Catz qui propose une console qui s'appelle la Mojo, qui est une console sous Android avec le Google Play aussi dedans et qui fait un peu exactement la même chose que la Ouya. Ah, elle le fait peut-être mieux, d'ailleurs, je ne saurais pas dire. Ça a Tout été un bide, hein. ça a été- C'est dans les flops. Bon, c'est un on est flop dans les mêmes bonus. thèmes. Je vous donne 2-3 infos techniques. SoC Nvidia Tegra 3, 1 Go de RAM, 2 Go sur la version 2014, Grand Prince. On t'ouvre un petit peu plus les vannes. Android 4.1,
À ce prix-là, on peut pas demander beaucoup plus. Sache que c'était équivalent en termes de performance à un smartphone de 2013. Oui, il faut vraiment comprendre qu'à cette époque-là, Nvidia a un peu le vent en poupe et a envie de lancer son SoC, sa puce pour smartphone. Il y a Wiko qui a eu un Tegra 3i qui était une variante un peu plus orientée, en tout cas pour le smartphone, mais qui avait beaucoup de puissance et qui souffrait de problèmes de... Oui, donc la puce, c'est de la merde. D'autonomie. Non, la puce est très bonne en termes de perf, mais dans un smartphone, l'autonomie a chuté de ouf parce que justement, la puce était assez puissante, mais on n'est pas du tout en face des vraies consoles de salon à cette époque-là. Mais c'est vraiment l'effervescence, genre Nvidia qui fait ce truc-là avec la Shield et tout. Il y a toute une envie de créer des consoles portables Android, tu vois, dans tous les sens, des petits boîtiers que t'emmènes partout avec toi. Et c'est là où la Ouya tire un petit peu ses origines, je pense. C'est exactement ça. En fait, on va y venir. Je vais continuer chronologiquement un petit peu ce qui s'est passé. Donc, la console sort. Globalement, avis négatif parce que c'est pas très bien fini. Hein. La construction, elle est pas géniale. Déjà, elle sort. Elle sort. Attends, c'est un Kickstarter qui sort. Aujourd'hui, tu peux l'acheter. C'est-à-dire que il y a quand même eu quelques unités qui ont été vendues. On n'est pas sur les chiffres de Mathieu, mais il y en a quand même eu quelques-uns. C'est juste que les gens sont sortis, ils ont vu que c'était de la merde. Mais en fait, c'était pas vendu $2300, tu vois. Vu que c'était vendu moins de 100 briques. Ça fait chier de perdre 100 briques, mais bon. Ça va. Aujourd'hui, tu te dis, oh, regarde, je me souviens de cette relique un peu comme la petite passerelle Shadow, tu vois. T'es en mode, ça a existé, ça a marqué. Ça a marqué une transition et ça a vraiment marqué une transition et c'est là où je veux venir. Je reviens sur l'histoire de la sortie. Le stick droit qui est pas génial, l'interface elle est pas très soignée, les performances sont à chier, mais ça fallait s'y attendre pour globalement une plateforme de téléphone de l'époque. Ils ont quand même essayé encore une fois de ressortir une nouvelle version avec un peu plus de mémoire, etc. C'était quand même sous-équipé quand tu venais des consoles même qui étaient vraiment des consoles, c'est-à-dire que ce soit les GameCube, les Xbox 360, les PS3, etc., qui étaient sortis, je crois, en 2005, si je dis pas de bêtises. Le principal problème, c'est que même s'il y a eu un grand intérêt de la part du public, qui a du coup permis d'avoir un gros Kickstarter bien chargé, l'écosystème, il a jamais vraiment décollé. Les développeurs, ils ont un peu boudé la plateforme, c'était pas génial. Pourtant, c'était Android, c'est bizarre. C'était Android, mais en fait, les jeux, ils tournaient pas très bien. C'était relativement complexe malgré tout de développer ces jeux. Et t'as un énorme problème, c'est que tous ces jeux sont à la base conçus pour être sur du tactile. Et je me souviens que le principal problème, c'est qu'il fallait toujours faire des techniques pour pouvoir mapper les boutons et ça fonctionnait plus ou moins bien. T'avais des choses qui avaient été faites quand même pour pallier à ce truc-là. Tu pouvais jouer à certains jeux sur la manette. Le problème, c'est que si tout le monde peut faire son jeu, tout le monde peut faire son jeu de merde. Donc, tu pouvais littéralement acheter une console à 100 balles qui te faisait tourner Pong ou une version moche de Geometry Dash ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, ils ont eu un succès initial qu'ils n'ont pas transformé puisqu'il y a eu de l'intérêt au départ pour l'achat de la plateforme. Par contre, les développeurs, pour les embarquer et développer les jeux qui sont censés du coup pérenniser ta plateforme, ça, ils l'ont pas eu du tout. Comparativement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la hype des Android TV, elle a atteint le marché. On peut se rappeler de l'Amazon Fire TV, la Nvidia Shield, l'Apple TV. Tout ça, ça arrivait dans le même truc. Donc, Ouya, ils ont réussi à faire lever tout le marché de la console, entre guillemets, légère, des accessoires TV pour jouer, pour faire soit du streaming, soit jouer en local à des petits jeux. Mais juste, ils n'ont pas réussi à convertir le truc, faute d'implication des développeurs dans le projet. Ils ont manqué de ressources pour soutenir, la concurrence accrue et du coup rembourser leurs dettes. Et puis, je te le disais, je reviens à ce que je disais au départ, mais comment tu veux pérenniser un truc quand tu achètes une console 100 balles et que derrière, tu n'as pas d'argent qui rentre régulièrement. Aujourd'hui, tu sais que les 3/4 des consoles que tu vas acheter, elles sont vendues à perte. Les éditeurs et les fabricants comme Microsoft, ils s'en foutent, il y a les abonnements. C'est pour ça, il est là le repeat. Ils vendent des jeux, ils vendent des abonnements. Aujourd'hui, tu as le Game Pass, tu as le PSN+, tous ces trucs-là. C'est ça qui ramène de l'argent à la console. Ils se font pas d'argent, même ils perdent de l'argent là-dessus. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de services payants derrière. Ils en ont quand même vendu 200 000. C'est énorme. C'est pas beau. Mal, franchement, c'est pas mal. C'est relatif en volume. Magic Clip. Ça n'a pas permis de pérenniser le projet. Et les actifs logiciels, figurez-vous qu'en juillet 2015, ils ont été rachetés par Razer. Ah ouais. Exactement. Et si tu te rappelles, Razer, il y a quand même eu des petites choses qui sont sorties de chez eux de leur côté. Alors, je parle de la partie logicielle. Le hardware, ils s'en sont globalement battus les couilles. Ils ont quand même offert 12 mois de support en disant si vous l'avez acheté, on maintient le produit pendant 12 mois et après... globalement, cassez-vous, achetez un autre produit pour jouer dessus. On retrouve quand même d'autres hardware, notamment la Nvidia Shield ou les boîtiers du commerce que tu peux trouver entre 30 et 50 euros, qui ont appris des erreurs de Ouya avec un matériel un peu plus sympa, des intégrations avec Google et notamment son store Play Game avec tous les Angry Birds, des trucs comme ça que tu pouvais jouer à l'époque. Voilà, la campagne de financement, elle a bien fonctionné, ça a monté la hype, mais plus haute est la hype, plus durée la chute.
et la chute, pardon, la future et la chute, la gestion financière, les mises à jour logicielles foireuses et l'intégration des développeurs, c'est quand même un truc hyper important. En fait, c'est très idéaliste, mais l'idéalisme, ça suffit pas à réaliser un bon produit. D'autres ont appris des échecs de Ouya, donc je me conforte et je suis quand même content que quelqu'un ait tenté un peu de faire un truc un peu disruptif, parce que ça a servi, on le retrouve encore des ramifications aujourd'hui dans tout ce qui est streaming. Peut-être même que Steam Link, ça vient de là. Hein. Non, mais en vrai, je pense que ça a été un échec pour beaucoup, parce que tu vois, je te parlais de Mad Catz qui avait fait la Mojo, mais même Nvidia finalement qui a fait les Shield consoles portables, qui a très vite jeté l'éponge. Il y a une grosse hype, ouais. Ils ont fait la Shield TV, parce qu'à l'époque, Nvidia investissait, parce qu'ils avaient porté Half-Life 2 dessus. Et en fait, finalement, on sent que l'écosystème Android n'était pas assez bien taillé pour le gaming. Et tu vois, aujourd'hui, même les Shield, elles sont plus du tout revendiquées comme étant des consoles Android sur la télé. Oui, tu vois. oui. C'est vraiment c'est booké comme un appareil multimédia pour voir tes films, pour faire tourner Android TV dessus, ou Google TV maintenant. Mais c'est pas du tout... tu vois, la partie gaming sur Android, ça a été un four monumental dès que ça a voulu s'extirper du tactile, en fait. Au début des années 2010, tout le monde Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Ça, c'est ton époque, ça, Mathieu. Oui, Stan Smith. Je t'ai complètement coupé, excuse-moi, mais ton intro, Exactement. c'était Je danse le Mia. Là, j'ai eu envie de me lever. Écoute, Mathieu, il est allez. sous Sergio on Tacchini. va filmer. De toute de façon, ouf. là, Pas de pacotille. Hein. il est là, il fait les petits pas, Mathieu. Chaîne en or qui brille. C'est un qui brille, exactement. En tout cas, vous allez vous retrouver là-dedans. Ce début des années 2010, tout le monde fantasme un petit peu sur la maison connectée. On commence à voir tous les accessoires, il y a des lumières qui arrivent, il y a plein de trucs. Mathieu, t'étais au début de cette effervescence, toi, de 2010. Mathieu, il était full le produit acheté sur AliExpress parce que c'était pas encore dispo. Xiaomi, c'est Full cool, CCP. c'est ça. Full CCP. Et en tout cas, la vision est claire. Un futur où les objets se déplacent, projettent, automatisent et anticipent, c'est ce qu'on a envie de voir, clairement. Ouais. Et c'est là qu'en 2017 arrive Kicker, un petit robot blanc, rond, presque mignon, imaginé par un ancien employé de Google. L'idée est ambitieuse, presque poétique, un robot domestique qui vous suit dans la maison, qui projette des films sur n'importe quel mur, diffuse de la musique, surveille votre intérieur et se recharge tout seul. Ça me fait flipper. C'est déjà hyper creepy, je trouve. Alors, attention, c'est pas un robot tel qu'on l'imagine aujourd'hui, notamment avec les histoires qu'on a pu vous conter, avec les robots humanoïdes. Là, c'est pas une espèce c'est un qui ressemble un peu à petit une R2D2. lampe. Ouais, c'est pas une lampe à pied, ça ressemble un peu à une espèce de grosse lampe à pied. c'est vraiment tout petit. Honnêtement, je pense que ça va faire 80 cm de haut et c'est comme un petit R2D2. Ok. Finalement, on peut le résumer un petit peu comme ça. C'est un mix du coup entre un vidéoprojecteur, une enceinte, une caméra de sécurité, Mec, une sorte de petit compagnon autonome. on l'a vu chez Monsieur Greux. Oui. On l'a vu, c'est Et chez je vais lui, vous là. raconter Ok, une vas-y. anecdote là-dessus. Vas-y, Parce qu'effectivement, moi j'ai bossé avec eux. Ils Ah, m'ont ouais. envoyé un kicker. J'ai pu le tester chez moi. Et du coup, je connais les pertinences personnes de qui ce étaient- projet. ouais. Et du coup, les personnes personnes qui qui sont étaient derrière. Attends, pardon, je reviens sur un truc là. Mais t'étais déjà sur YouTube au moment où le produit il est sorti? Ouais. Oh purée, ça veut dire que c'est un échec pas si vieux que ça en fin de C'est compte. pas si vieux. Ça Ça a mis du temps à 2000 arriver, quoi. 2017, je Mais crois ça. que j'ai bossé avec eux cette année-là, un truc comme ça. Ok. Donc ouais, non, c'est pas si vieux. Globalement, il faut l'imaginer comme une sorte de petit Google Home, hein, mais avec des roues. Des roues, ouais. Et puis le pitch, franchement, il est brillant là-dessus. Et quoi. le robot Tu, est chouette. Visuellement, Visuellement, il le est très robot sympa. est chouette. On l'a vu Il y a pas il a longtemps. très bien vieilli, pour être honnête. Je vous mettrai des photos sur Instagram si vous voulez voir. Et les démos, surtout, font rêver. T'as vraiment l'impression d'avoir une sorte de produit Apple entre les mains. Donc, en tout cas, j'étais hyper séduit. Et du coup, j'ai voulu le recevoir, évidemment. Si les gens veulent voir, tu sais, chercher sur le net pendant qu'ils nous écoutent, ça s'écrit comment? Parce que j'ai essayé de le. C'est Keecker. Voilà. Attention, voilà, si vous êtes en voiture, Exactement. on vous voit. On vous voit. Alors, le problème, c'est que tout comme les visions qui sont idylliques, la réalité arrive très vite. D'abord, Kicker est très lent. C'est un robot mais qui te suit, mais qui est très très lent. Il se déplace doucement, parfois maladroitement, se bloque dans les coins, dans les portes par exemple. Et surtout, il anticipe vraiment pas grand chose. Donc les obstacles, tu vois, aujourd'hui, tu as les technos d'aspirateurs Oui, t'as les robots lasers et tout qui ça. se déplacent avec les lidars et tout ça. ça. Lui, il avait pas toute cette techno, donc déjà c'est mort. Deuxième innovation, le vidéoprojecteur. C'est quand même pour ça, tu te dis, bon, bah, tu vas dans ta chambre avec ton petit C'est ça. sticker, il peut afficher sur le projette. mur un truc, tu te déplaces dans ton salon, il le projette, etc. Dans le plafond aussi, il me semble, non? Sur le pouvait plafond pivoter, aussi. Moi, c'est pour ça que j'utilisais. J'étais dans mon lit et je le mettais sur le plafond, c'était un Ok. petit peu cool. Un petit peu, j'aime beaucoup le un petit peu. un petit peu cool parce que le problème c'est que bah y a pas vraiment de grosse luminosité et c'est le problème avec les vidéoprojecteurs, c'est que si jamais il y a peu de luminosité
Oui. de HDR, T'as des une trucs image, comme ça, bah en fait c'est quasiment impossible de regarder en plein jour, ou alors faut avoir des grosses contraintes, fermer les volets, etc. Mais si t'arrivais, tu fermais tout, ça va, ça allait, c'était Franchement, potable. ça allait. Le problème, c'est derrière, il y a une qualité sonore qui était pas terrible non plus. Ok. Dans la vitesse de déplacement, c'est 2 km/h. Et voilà, 2 km. Un humain qui marche normalement sur le trottoir, c'est 7 km/h. Non, je t'ai dit, c'était pas de lent. vraiment Je te jure. très très lent. Genre, tu vas te coucher pour te regarder un film, en fait, t'as eu le temps de t'endormir. Non, t'as eu le temps de prendre ta douche et Alors tout. moi, la ce que je plus faisais, grande c'est que je l'amenais là-bas directement. Genre 1 heure Je avant. sais. Soulevé Non, mais Alors, non. ah. Oui, là. Il fait 8 kilos. Je Ouais, précise. il est turbo lourd. C'est quand même Il lourd, était 8 kilos. turbo lourd. Non, mais une je heure crois avant, que tu pouvais le il l'envoyait, tu sais. Je crois qu'il y avait une application de mémoire. Alors attention, ce que je dis est peut-être faux, mais il me semble qu'il y avait une application où tu pouvais le déplacer de pièce en pièce. Il me semble que c'est ça. Ou alors je le poussais, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait l'un ou l'autre. Et puis Avance. finalement, il y avait une caméra de sécurité dessus. Il y avait une caméra qui lui permettait de se repérer dans l'espace, qui servait aussi de caméra de sécurité. Bon, c'était pas... C'est pas. Voilà. Mec à part. Mais surtout, bah en fait, le robot tombait beaucoup en panne. Ah ouais? Ouais, Alors ça, c'était l'un des plus Bah gros ouais. problèmes. Et Imagine, le truc, il fait vidéo, projecteur, à caméra de il fait tout, il te fait la vaisselle, il te fait tout. Non, mais c'est des fonctionnalités qu'on sait bien faire séparément. Pourquoi est-ce que là, ça tomberait en panne? Alors C'est moi, c'est littéralement un aspirateur Enfin, robot. je sais que le mien est tombé en panne et ils ont dû m'en renvoyer un autre. Alors je sais plus vraiment c'était quoi le problème derrière tout T'as ça. pas fait l'entretien, t'as fait la distri, la révision des 500. Non, je Ouais, suis sûr, c'est ça. il a appelé la boîte, il dit le mien, il est en slow motion, il doit être en panne. Ah non, c'est normal, monsieur. Mais après honnêtement, le plus gros problème de ce produit, bah, c'est son prix. Hein. Tu le dis Oh non. régulièrement, Rewan. Il y a pas de mauvais produits, il y a juste des bons prix. C'est Et- ce que je dis. Exactement. Combien environ, vous pensez? Ah, un truc comme ça, j'aurais dit le 900. Un Ouais, petit 900, 900. Un petit 900. J'allais dire 600, moi. 600 entre 1500 et 2500. Aïe, 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 aïe. Ok. Donc un prix premium pour un produit qui n'excelle dans aucune catégorie fondamentalement au vu de ce qu'on a dit. Et donc techniquement c'est une super idée, mais hyper complexe, un produit qui est fragile et du coup pas vraiment utile dans la vie de tous les jours. Je suis en train de me dire, là, ton aspire robot, là, tu sais, ton petit robot rock, tu lui fous un vidéo proche sur le- un proche à batterie dessus pendant qu'il roule, tu sais, un Xiaomi sur batterie, là, tu le laisses Exactement. rouler comme ça. Légendaire, mais c'est exactement ça. Et le problème, c'est qu'il y a eu des grosses répercussions sur l'entreprise, Kicker, qui a fait beaucoup de levées de fonds pour trouver des partenaires, communiquer beaucoup, mais le public n'a jamais vraiment suivi. Finalement, début 2019, après des années à lutter, Kicker dépose le bilan. Le robot disparaît un petit peu comme il est arrivé, dans un mélange d'admiration et d'incompréhension. Aujourd'hui, Kicker, c'est devenu un symbole de l'innovation trop tôt, trop cher et techno un peu trop flou. Et pour vous donner l'anecdote, moi, j'avais eu le Kicker, je l'ai testé. J'en ai même pas fait une vidéo pour vous dire à quel point, en fait, truc, la techno ça était sentait- vraiment pas terrible. Ouais. Mais bon, j'étais sympa avec eux, on en a discuté, et donc il y a eu aucun problème là-dessus. C'était des Français ou c'était. C'était des Français, Ouais, c'est une putain, entreprise c'est quand même française. Oui, français. c'est Ouais, ouais. c'est que, Merde. oui, il a oublié de le préciser, mais c'était des Français. C'était français. Et pour aller plus loin, Ouais. il y a une pote qui était pote avec un gars qui travaillait chez Kicker. Quand l'entreprise a fermé, ils lui ont même pas donné un robot. Donc je lui ai dit, bah attends, je lui file le mien. Donc je lui ai filé mon Kicker, comme ça au moins le gars se faisait tâche de sa Le boîte. mec a travaillé chez Kicker, ils lui ont même pas filé un Non. Même Kicker. pas. Non. Oh la vache, c'est un YouTuber qui a testé la vidéo, là, le produit, qui en a même pas fait une vidéo, qui a dû filer le. Franchement, ça me faisait trop mal au cœur pour lui. Oh Le gars se fait non. tâche de la boîte, il lui donne même pas un truc. Je fais, attends, en vrai, je vais pas l'utiliser, donc autant lui laisser. Non. Ah, c'est beau. Non, Donc mais c'est j'ai un beau geste, c'est j'ai un beau geste. Hein. Bah ouais, écoute, Ah ça non, fait c'était plaisir. cool. Et Bah puis- ouais, mais bon, je pense que lui, ça lui tenait à cœur, parce que même si le truc, il a floppé, Bah c'est il ça. a peut-être mis ses tripes dans le projet. Exactement. et puis voilà. Bah, il y a cru quoi. En plus, c'est rigolo parce que c'est un truc qui a pas l'air, tu sais, quand tu regardes sur internet, genre, tu trouves des articles dessus, tu vois. Mais en fait, Il y a la page sur mec, la Fnac, mais tu oui, as encore que la c'est- page sur la il y a Fnac. une vraie hype autour Non, de mais ce produit. Je trouve que ces produits-là, c'est des produits qui reviennent constamment tous les ans. Notamment, je sais qu'il y a Samsung aussi qui a un produit un peu similaire. Et en fait, à chaque fois, ils le présentent. Et je trouve qu'en fait, ça passe pas plus loin que le segment de la présentation. Mais c'est un peu dommage en fait parce que tu te dis arrêtez d'essayer de vouloir tout faire, faites un truc, faites-le bien et puis après tu viens rajouter un peu par-dessus, tu vois. Ouais, mais là, C'est- c'était le fantasme, en fait. C'est- hein, je j'avoue, sais c'est- bien. C'est le fantasme Et, de c'est- ouf. et l'espèce de notion d'avoir l'assistant qui te fait un peu tout, qui te divertit, qui en plus contrôle ta maison, qui surveille ton chien, qui régule ta température. C'est toujours et le tout. problème avec les trucs où ça fait lecteur cassette, lecteur DVD, enceinte, tout, Oui. tout intégré, ça ne fonctionne ne pas. fonctionne Au bout d'un pas. moment, Et il y a un puis- truc qui pète. Et exactement, le risque de panne, il est super important.
Mais c'est assez dingue ce genre d'histoire. Si jamais vous voulez regarder le petit robot kicker, allez sur Instagram, ou si jamais ça vous émeut parce que vous avez l'anecdote touchante et parce que c'est un produit que vous avez vu, que vous vouliez avoir, n'hésitez pas à nous le dire et éventuellement nous laisser un petit message sur la bulle vocale. Moi, je suis ému en tout cas. J'ai un petit banger pour vous, un flop. Je sais que ça vous a plu, Magic Leap. Celui-là, il est différent, mais il est gratiné aussi. C'est un tacos. C'est un bon poulet frais. Oui, c'est un tacos. Oh, c'est le poulet du Double dimanche. viande gratinée à l'emmental avec voilà, le petit tenders et le petit cordon bleu qui va Arrête, j'ai bien. faim, putain. Évidemment. Ok. J'ai pas mangé avant le podcast. Je vais vous parler d'une tablette. Une tablette qui, pour tout vous dire, a été juste après l'iPad, la deuxième tablette numéro 2 du marché de l'iPad. Ah ouais. Ouais, juste derrière l'iPad en termes de popularité. Galaxy Tab. Elle était juste en dessous. On est dans les flops Non, pourtant. même pas. On est dans les flops pourtant. Je vais y venir. Pourquoi cette tablette, elle est dans les flops? Attends, on parle de quelle année? Top 2 en quelle année? Alors, 2011. Ah ouais, 2011. 2011, c'est l'époque Android, Ouais, c'est début d'Android 4, je crois. Attends, 2011, l'iPad il est sorti en 2010. Et c'est après l'iPad 2. Et en fait, le produit sort 4 mois après l'iPad 2. Ok. Ok. Sauf que bon, on est dans les flops. Donc, il faut que je vous vende du flop. Bon, j'en ai déjà un. Faut que je vous vende du flop. Non, mais j'en ai Faut du que bon. ça marche pas. Là, le flop, il est au poulet. Il est au poulet, le Il flop. est croustillant. C'est une terrible. tablette qui n'a eu que 49 jours de vie au Non. total. Comment c'est possible? Comment elle peut faire top 2 et 49 jours? Il y a un problème Et dans la bah, matrice. j'y arrive. Et moi, cette tablette, je l'ai suivie de près. Moi, c'est du vécu. Je l'ai eu, cette tablette. C'était la Il a la fameuse relique. HP Touchpad. Est-ce que ça vous parle ou pas? Ça me dit Non. absolument. Bah, Ça vous dit 49 rien jours. Ok, bon, très bien. T'as tout dit dans le titre en fait. Je ne connais pas ce truc par Ok. définition. Alors, cette tablette, c'est une tablette qui est vendue, enfin qui est proposée initialement à 499 $, donc soit le prix de l'époque de l'iPad. Donc au niveau tarot, on est bien. Tu vois, genre il y a pas de, c'est pas un truc vendu 1500 balles. Les gens ils disent il est fou, il est fou. Sauf que c'est une tablette, ça me fait rire parce que vous étiez en train de chercher déjà, c'est pas très gentil de chercher un coupable qui s'appelle Android parce que pour le coup, Android n'y est même pour rien. Ah, Pour le coup. mais ça, c'est y est. peut-être pas un avantage. Ça. Exactement, ce n'est pas un avantage, mais il est basé sur un OS que vous connaissez quand même, qui s'appelle WebOS. Est-ce que ça vous parle, WebOS? C'est ce qu'on a WebOS. sur les télés LG, notamment Ah sur les ouais. anciennes télé LG. Je sais pas si c'est encore le cas. Sur Moi, une tablette, j'ai c'est un une truc de WebOS. fou. Sur les LG, les nouvelles, c'est WebOS aussi. Hein. En Et fait, c'est toujours de la ouais, merde, c'est hein, ça. d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. C'est toujours de la merde. LG, je sais pas pourquoi vous vous maintenez dans votre coin là. Faites un truc un peu Non, plus mais ouvert, s'il vous Parce plaît. qu'ils l'ont acheté. Je fais une parenthèse là-dessus. Tous les OS de télé sont merdiques. Mais gardez Vive l'Apple Android. TV, c'est fou. Gardez Android TV. Hein. Android TV, ça Android. fonctionne très Ah, bien. Android TV, ça ça fonctionne marche pas bien quand les mecs ils mettent des processeurs de merde. Ça fonctionne très bien. Ou des surcouches à la con. Mais C'est ça. voilà. En fait, il faut savoir que WebOS, c'est une histoire un peu tumultueuse. J'ai plus tout exactement, mais à la base, c'est créé par Palm, WebOS. Ah, Palm. Mais Palm, c'est Palm. ceux qui font des PDA et tout ça. Non Exactement, qui fait cet OS-là, qui est vraiment très bien au demeurant, qui a en tout cas une ergonomie un peu sympa. Ils vont piocher les bonnes idées un peu à droite à gauche, du côté d'iOS, du côté d'un petit peu Android. Mais voilà, il est prometteur sur le papier, mais on va pas se mentir, en tout cas, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, cet OS, on continue un petit peu dans le gratiné, un OS pour vous, dans votre imaginaire, un OS, combien de temps tu mets pour faire un OS? À peu près, si tu devais en concevoir un. Voilà. Alors, pour avoir un truc bien. Je crois que le premier OS d'Apple a mis au moins 1 ou 2 ans à se Parce que j'allais construire. dire, ouais, 2 ans, c'est pas trop mal. Après, des OS à l'ancienne, des OS Ouais. maintenant, ça doit mettre beaucoup plus de temps. Mais... Voilà. Bah, là, il faut savoir que l'OS, il a été créé en 9 mois. Ah ouais, le petit chat GPT, Voilà. et puis ça passe. Hein. Ouais, en 2011, ouais. En 2011, c'était compliqué. Bref, ils ont donc créé cette tablette. Je sais que HP récupère WebOS, du coup, rachète WebOS, qui a été revendu après à... Je sais pas s'il n'y avait pas eu d'autres intermédiaires entre temps, mais je sais qu'il atterrit chez LG, qui essaie de le racheter pour en faire quelque chose aussi. Parce qu'il y a aussi cette vocation à, tu vois, notamment du côté des Coréens, à essayer de s'extirper de l'hégémonie d'Android. Notamment, je sais que le gouvernement de Corée du Sud a un peu mis la pression sur ces entreprises en leur disant les frérots, il nous faut un OS à nous parce que c'est pas normal qu'on soit trop dépendant des Américains. Ce qui a donné aussi Tizen, par exemple, tu vois, chez Samsung. C'est Récemment, un peu ça. Huawei. Voilà, exactement. Pour la partie Chine. Donc, du coup, cette tablette, elle arrive et du coup, ils veulent la proposer avec ce WebOS qui est un peu, on va le dire, les ingénieurs ont avoué plus tard que la technologie n'était pas prête. Ouais, c'est Du pas coup, mature. Tu vois, exactement. tu comprends, c'est pas- voilà. Il faut savoir qu'en même temps, il y a une guerre interne qui se passe au même moment pour
pour un petit peu comment gérer cet OS-là. La direction, elle voulait vendre du logiciel sous forme de licence, c'est-à-dire proposer WebOS à qui le veut bien et en faire ce qu'ils veulent. Et la division PC, elle, ce qu'elle voulait avant tout, c'était vendre du matériel. Non mais attends, mais ils font tout en même temps. Il y a l'OS qui a été fait en 9 mois, il y a la bagarre, et puis il y a les ingénieurs qui essayent tant bien que mal dans les réunions en disant, les frérots, ça marche. on faisait une tablette. Ça marche pas. T'as la recette du succès là, t'as un beau chiffre. Le melting pot est génial. Ah ouais. Exactement. Donc du coup, la tablette, elle est annoncée en février, mais elle est sortie 4 mois en juillet, 4 mois après l'iPad 2. Donc, tu laisses imaginer un petit peu une tablette comme l'iPad 2 qui était un peu les refs de la tablette avec l'ergonomie et la fluidité d'un iOS, parce qu'à l'époque, c'était iOS. Et l'arrivée de ce truc qui bug, qui est lent, qui n'a aucun écosystème à vendre, n'a pas de Play Store, n'a pas de logiciel, un petit peu comme feu Windows Phone. Ouais, parce que là, je rappelle, hein, au-delà de l'OS, il faut quand même des fonctionnalités à l'OS. C'est pas juste atterrir sur un bureau, il faut un navigateur, il faut ton mail, il faut tous les trucs qui supportent tes protocoles ouverts pour que tu puisses connecter tes autres applications. Donc, il y a quand même 2-3 trucs à faire, quoi. 9 mois, c'est un poil serré. Un poil ambitieux. Voilà. Et il faut savoir une petite chose aussi intéressante, c'est que apparemment, au moment où HP va sortir cette tablette, eux, en interne, ils sont déjà en train de dire « Non, mais nous, en fait, on voulait jeter l'éponge sur le hardware tablette comme ça. En fait, ils sortent Attends, mais le truc. la tablette n'était pas censée sortir. Bah, C'est ça que tu me dis ? si, Ils elle n'étaient pas sort, tous chauds, visiblement. Elle sort, mais eux, ils sont déjà dans l'étape de dire ouais, bon, on la sort parce que je pense que, tu sais, genre, les produits sont prêts et les produits ont été sortis d'usine. Il y a de l'argent, il y a des employés qui ont été payés. Tu peux plus arrêter le train qui est en marche, tu vois, là t'arrives à un stade où le truc, ça se fait quelques jours avant. Les mecs, en interne, ils se disent non, en fait, nous, déjà, on se retire. Donc, ça sort. Oh là là. C'est un gigantesque four. Ça a marche. fait top 2 parce qu'en fait, juste il y avait l'iPad et cette merde sur le marché. On dirait que ça. Ils ont eu une idée de génie, quand même. Et si Non. on le mettait Ils avec l'ont un menu vendu avec avec ses autre Mini chose. Mac. Ils l'ont vendu avec autre chose. Avec quoi est-ce qu'ils l'ont vendu, Mathieu ? Eh bien, pas du tout. Sachez qu'ils ont Non. fait une autre stratégie qui a vraiment fait que le truc, il a été banger sur banger. Ils ont décidé de casser le prix au 19 août. Donc, je vous rappelle, hein, elle sort en juillet. Donc, 49 jours après, 19 août, la machine passe à 99 $ pour la version 16 Go, qui était le standard un peu de la mémoire de l'époque. Et la version 32 Go, qui était un peu l'époque bien au niveau du stockage, 149 $. Mais attends, mais là, ils ont pas diminué le prix, ils ont baissé leur froc. Là, c'est ça, là, ils tu se sont vois, dit on veut en être fait- isocoup par rapport à ce qu'on a dépensé, on veut juste amortir vos conneries, les Non, gars. les Je mecs suis sont même pas sûr que passés ça soit dans Isoku. tous les magasins avec un accessoire qu'on appelle le Tipex. Et ils sont partis devant les prix. Et tu sais, il y avait marqué 4,99. Ils ont effacé le 4. Ils ont dit, allez hop, servez-vous. Ça a entraîné des émeutes dans les magasins Best Buy, Mais des ruptures non. de stock mondiales. Je sais parce que j'ai participé à ça. On s'est arrachés tous. Moi, j'en ai eu une. Mais attends, toi aussi t'as Moi- couru dans les magasins. moi, j'ai- T'étais à Leclerc là Alors, avec j'étais ton pas au caddie là. Leclerc, mais en vrai, je sais plus vraiment où je l'achète. Ou si je l'ai pas gagné d'ailleurs. Mais j'ai eu le modèle 32 Go, moi. Oh, Et- le luxe. Et vraiment, tu vois, cette tablette, en fait, à la fin, je me souviens dans mes souvenirs que l'objectif ultime, c'était même plus de la tablette, en fait. C'était de C'était juste de l'avoir. la voir. Ouais. La C'était voir. l'objet. C'était vraiment tellement le truc. Tout le monde se frappait dans la rue pour la voir que tu t'es dit, si je l'ai, je fais partie des kings. Des kings du truc. Donc, c'est comme ça que cette tablette, elle est devenue brièvement la numéro 2 du marché derrière l'iPad. Mais parce que ils ont décidé de vendre ce produit à perte, c'est-à-dire que HP a décidé de couper la branche direct du truc. Ils ont senti le four, ils ont dit on arrête ça tout de suite, et du coup on brade le truc. Mais attends, mais il y a eu du Ils vont support faire derrière. comme les chaussures Lidl. T'as pu t'en servir de la tablette, elle fonctionne. Ouais, il y a eu du support. Je crois qu'il y a des mecs qui ont essayé de se taper pour faire, il me semble, pour faire migrer sur Android. Ah, genre un OS En fait, custom et l'idée, tout. je crois que c'est pour ça que je crois que je l'ai voulu, c'est que oui, alors l'OS il était sexy et à l'époque, nous on est des mecs qui se lavent pas et qui veulent vraiment Qui tout bricolent, tester ouais. et vraiment tu vois même déjà de tester un OS différent. Faut voir, comme tu le disais à l'époque, il y avait Android, iOS, il y avait rien À d'autre. l'époque, c'était full Donc, c'était jailbreak. un hein. petit peu déjà ne serait-ce que de voir une interface différente. Bah oui. Nous, ça nous, C'était faisait, étrange, ouais. ça nous faisait lever le kiki. Donc, il y avait. Non, mais t'imagines, en fait, si tu regardes l'achievement du truc, c'est genre avoir la tablette que tout le monde veut. Avoir cet OS un peu hybride dont tu sais qu'en fait, il est déjà mort et que c'est limite c'est une relique, le bordel. Et ensuite,
potentiel de ouf. Il y a des mecs qui se sont battus. Je crois que ça a été fait portage d'Android. Donc, tu te trouves avec une tablette qui avait un processeur, je crois, à l'époque assez haut de gamme, tu vois, un truc bien foutu, 32 Go de mémoire, ce qui était à l'époque un peu exceptionnel et tout. Je crois, je sais plus si elle est extensible avec la micro SD, mais peu importe. Bref, tu as tous les achievements du mec qui se lave pas, qui s'éclate les boutons devant son miroir et qui veut ce produit. Donc, moi, j'ai fait partie de cette team-là. Voilà. Ça me dégoûte. C'était ma vie en 2011. Je te rappelle, à l'époque, on avait le droit de rêver, tu vois, il y avait des vidéos de fous qui sortaient avec des effets spéciaux, on imaginait les concepts... Les Dub Smash. On imaginait les prochains concepts d'iPhone avec des vidéos, t'avais, waouh, l'iPhone, il va être transparent, il va se déplier, il va y avoir un clavier laser qui va sortir. Il est volant oui, je me souviens de ça. Je vais faire appel à vos souvenirs de ouf, il y avait une vidéo qui était sortie qui m'a marqué, et à l'heure actuelle, je suis encore dégoûté qu'on n'ait pas eu l'aboutissement de ce truc-là. Ce truc-là, quand il est sorti, il n'avait pas de nom. C'est Google qui en donnera un aux alentours de, je crois, 2015-2016, peut-être, si je dis pas de bêtises. C'est le projet ARA. Le smartphone modulaire Exactement. sur lequel tu pouvais mettre des briques. Tu avais besoin d'un écran avec un clavier. Ah ouais, t'en mettais un. Tu voulais un écran full screen, tu mettais, t'achetais la Mobo, la carte mère qui était au milieu au format que tu voulais. Et le promesse, c'était, t'as besoin d'une grosse batterie, pas de caméra, pas de souci, tu prends, tu branches derrière. Tu veux un appareil photo Nikon, incroyable, Nikon vend son module, tu le branches sur le dos de ta carte. La promesse, c'était ça, le smartphone modulaire, aussi simple que de jouer au Lego, littéralement. Tu prenais des blocs et tu les mettais. Ce truc-là, ça a été juste un concept. Il y a eu des vrais développements qui ont été faits. Ça a été racheté pendant un moment par Google. On est dans les flops, donc on va se le dire direct. Hein. Ils ont commencé à investir dessus. Le truc, ils l'ont fumé. Ils l'ont endormi. Ils ont dit, bah, de toute façon, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Ça. Je l'ai vu. Embarquer les gens, c'est compliqué. C'est vrai. Il y avait vraiment des prototypes qui étaient sortis. Il y avait des protos, ouais. Ah, des protos. C'est des protos, ouais. C'est des protos. C'était vraiment un truc, ouais. Je crois que je l'ai même pas vu allumer le truc. C'était ultra compliqué pour pas de raison. Il n'y a pas eu de communiqués qui ont été faits sur combien ils ont perdu, mais il y a eu plusieurs années d'investissement. Ça se compte a priori en milliards, l'investissement qui avait été fait dessus quand même. Ce qui était fou, c'était la promesse de pouvoir avoir un périphérique qui était le tien, mais pas que visuellement, dans les caractéristiques et surtout suffisamment personnalisable pour que ça remplisse ton cas d'usage. Tu dois en savoir quelque chose, toi qui as construit ton PC il n'y a pas longtemps, en fonction de ce que tu fais, tu vas pas sélectionner les mêmes composants. Et évolutif. Demain, tu pouvais avoir un écran cassé, tu le réparais aussi simplement que la promesse qui est faite par Fairphone, par exemple. Et c'était quelque chose qui était vachement apprécié par le public. Il y avait, pareil que ton truc de réalité augmentée, les vidéos prototypes qui sortaient de l'époque, elles étaient folles. Ouais. Problème de production, problème de compatibilité hardware, problème d'attrait des différentes parties prenantes dans ce produit. Toi, t'avais pas vu des vidéos comme ça? Moi, je t'ai dit, je l'ai vu au Mobile World Congress. Pour anecdote, je me souviens que le mec se baladait avec une valise parce qu'en fait il y avait pas de stand attitré, mais je me souviens que j'ai été dans un stand partenaire pour le voir, et en fait je me souviens que dans les discussions, dans les débats qu'il y avait autour de ce produit là, oui, les partenaires étaient pas très partie prenante parce qu'en fait ça leur tirait une balle dans le pied, genre tu vois, Samsung même qui allait faire un module, ça allait un peu flinguer la vente d'autres téléphones, parce que vraiment il y avait cette idée aussi de dire quand les composants vont évoluer, lui, il pourra évoluer avec, en fait. Et une autre chose aussi également qui a fait que ce produit est mort, moi, je sais que ce qui m'a été dit à l'époque, c'est qu'en fait, les composants ne tenaient pas. Le système magnétique, c'était pas... ça pouvait se casser la gueule, et du coup, en fait, c'était catastrophique. T'as ton téléphone, tu commences à décrocher, et hop, et t'as un module photo, ou t'as un module qui tombe, ouais, exact. On le connaît, je le décris entre projet ARA. Projet ARA, c'est après Google l'ait racheté, parce qu'en fin de compte, au départ, ça s'appelait PhoneBlock, ce truc-là. Oui, PhoneBlock, et c'était fait par un mec en Europe, aux Pays-Bas ou un truc comme ça. Aux Pays-Bas, Dave Hawkins. De mémoire en plus, ouais. C'était un truc indépendant, et en fait, si tu veux, au départ, il y avait Motorola Mobility en 2011, qui avait été racheté par Google justement, qui dans l'achat avait dû récupérer certains de ces projets-là. Et mine de rien, en fait, c'est un peu des constats qu'on fait aujourd'hui, c'est que les gens, ils sont toujours clients de ce genre de trucs-là. Il y a tout un peu de problématiques. Ton PC, là, le framework. Le framework, pardon. Oui, le framework. Le framework qui est littéralement un petit peu l'idée de l'héritage de ça, ouais. De tous ces trucs-là, la promesse d'avoir ton périphérique qui est full personnalisable, full réparable, dans une logique de développement durable, etc. Donc moi, voilà, je voulais terminer avec un truc un peu léger, un truc un peu peut-être poétique.
Peut-être que demain, on aura, avec les technologies qui évoluent, un genre de téléphone comme ça qu'on pourra faire évoluer de la même manière. Peut-être que le problème, c'est aujourd'hui de vouloir trop l'ouvrir à l'extérieur. Peut-être qu'il faut d'abord développer soi-même, un peu à l'image de Framework, ses composants, prouver que ça fonctionne, prouver qu'on est capable de le faire, et puis après, utiliser ces schémas, ces technos et la base et la croyance qu'on a acquis auprès des gens et du public pour attirer d'autres comme Nvidia. Framework l'a fait. Aujourd'hui, ils ont leur propre GPU fait avec Nvidia qui est plug and play, que tu peux brancher à l'arrière. Donc j'y crois toujours. Moi, ça fait partie un petit peu des choses dans toute cette mouvance qu'il y avait à l'époque, des nouvelles... Des petits regrets. Ouais. C'est le flop, mais donc t'es c'est le flop amer. C'est le flop amer. En disant, ouais, c'est dommage. Parce que voilà. Ça aurait pu changer totalement l'industrie. Et c'est d'ailleurs aussi ça qui fait que ces genres de produits, ils vont jamais au bout. Parce qu'en fait, les industries, elles se disent qu'en fait, si elles font ça, elles se tirent une balle dans le pied. Aujourd'hui, on voit bien que les constructeurs, ils sont obligés de sortir un téléphone chaque année. On sait que c'est stupide de faire ça et on sait que c'est mauvais pour la planète, pour les ressources, etc. Mais tu as toujours les constructeurs qui se disent « Ouais, mais lui, s'il continue de sortir, qu'est-ce que je fais moi ?» Tu vois, ils se regardent tous en chien de faïence en mode « Bah vas-y, toi, arrête de faire un téléphone chaque année. » Et en fait, il y a cette trouille qui fait qu'on n'en sort pas. Il y a la logique commerciale, l'investissement, il faut acheter régulièrement. Donc, c'est plus rentable de vendre un téléphone complet plutôt que de juste réparer. Tout à fait. Il faut qu'il y ait un acteur qui perce ce truc-là pour changer le paradigme et que nous, les consommateurs, on l'accompagne dans son succès. La liste est encore longue, avec un schéma souvent identique, une vision ambitieuse, un marché inexistant, un produit sans doute et sûrement bancal. Et peut-être le meilleur rappel que dans la tech, ce n'est pas toujours l'idée la plus futuriste qui gagne, mais celle qui s'intègre vraiment dans le quotidien des utilisateurs. En tout cas, on a encore une bonne liste de produits à vous partager. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le partager sur les réseaux sociaux, à nous rejoindre aussi sur Instagram éventuellement et à poser vos questions sur la bulle vocale. On y répond toutes les semaines directement dans les actualités. Merci beaucoup en tout cas mes petits osios. Yes. J'espère que ça vous a plu et à la semaine prochaine. Incroyable. Ciao tout le monde.